dans ce journal de 15 heures, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 novembre. Le président de l'Assemblée nationale a présidé ce matin la première séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2023 avec la participation du Premier ministre, des membres du gouvernement et de l'ensemble des députés. Et la Banque africaine de développement va injecter 782 millions d'euros dans des projets de reconstruction au Maroc en 2023. C'était les titres. Merci de nous accepter chez vous. Ce matin, c'était le grand spectacle à l'Assemblée nationale lors de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2023 de la 9e législature, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, de l'État Mohamed l'État, et avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que d'autres membres du gouvernement et parlementaires. La scène était bien animée. Le président du Parlement a lancé un moment solennel en demandant à tous de prendre une minute pour réciter la Fatiha en mémoire des victimes des raids israéliens, marquant ainsi un silence respectueux pour les Palestiniens qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza. Au même jour, au menu du jour, 3 projets de loi ont retenu l'attention. D'abord, le projet de loi numéro 17 de l'année 2023 de la 9e législature concernant l'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure. Ensuite, le deuxième projet visait la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Enfin, le troisième projet portait sur l'approbation des comptes financiers de 2022 de l'Agence des systèmes d'information de l'État. Lors des débats, les parlementaires se sont plongés dans l'analyse du projet de loi lié à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, discutant également des aspects de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et des finances de l'ANC en 2022. Face à une pluie de questions des parlementaires, les membres du gouvernement ont répondu avec des explications détaillées sur les 3 projets, dissipant ainsi les doutes à la fin des discussions approfondies avec des votes favorables des parlementaires. Une série de textes législatifs ont été adoptés. Et avant de clore la séance, dans un geste symbolique de solidarité, le président a invité tout le monde à une photo commémorative montrant ainsi un soutien inébranlable à l'État palestinien. C'était du grand spectacle avec des débats animés à des gestes symboliques à foison. Et à l'occasion de l'ouverture de la séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a témoigné d'une vive inquiétude face aux tragédies endurées par la population palestinienne depuis le mois d'octobre. Il a dénoncé, vous l'entendrez avec force, la barbarie qui frappe quotidiennement la bande de Gaza, soulignant l'impossibilité de demeurer indifférent devant les massacres et la terrifiante situation engendrée par des actions illégales des forces israéliennes. Le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, en nous retrouvant pour cette première séance publique, je tiens tout d'abord à partager ici, avec vous, une réflexion qui nous touche profondément. Cela concerne autant de tourments et drames vécus depuis octobre dernier par le peuple palestinien, ainsi que la barbarie et l'ignominie sans nom qui prévalent chaque jour dans la bande de Gaza depuis cette date. Ce qui est en train de se passer en Palestine défie l'entendement. Nul ne peut rester insensible face au massacre et à la situation d'horreur absolue perpétrée par l'armée israélienne hors la loi. En plus, cette armée est sourde à la voix de la planète dans son ensemble et au message de compassion et de soutien au droit à la vie et à la sécurité des enfants, des vieillards, des personnes civiles désarmées de tout genre, dont le seul malheur est d'être nés dans la même partie du globe d'un État qui entend faire passer aux yeux du monde entier une campagne génocidaire
comme une opération militaire antiterroriste. Nous disons cela doit cesser. Nous retirons à ce moment crucial des événements au Moyen-Orient la position diplomatique de la République de Djibouti, à savoir inconditionnelle des drames infligés à des victimes innocentes et la recherche d'une paix durable conformément au droit international. Et je vous emmène à Paris cette fois où s'est tenue au siège de l'UNESCO la 42e conférence générale de l'UNESCO avec la participation des États membres des organisations internationales, des organismes onusiens, des instituts affiliés à l'UNESCO et des ONG œuvrant dans les domaines de l'éducation, la culture et des sciences. La République de Djibouti, élue vice-présidente de la conférence générale, est représentée par le ministre de l'Éducation nationale, président de la Commission nationale de Djibouti pour l'UNESCO, Mustafa Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur de Djibouti en France et chef de la délégation permanente de Djibouti auprès de l'UNESCO, Ayed Moussaad Yahya. Eh bien, le ministre est accompagné aussi du secrétaire général de la Commission nationale de Djibouti pour l'UNESCO, Mohamed Moussayabe, du conseiller technique, Mohamed Abdi Ghedi, chargé de la communication, du directeur de l'informatique, Abdelrahman Ahmed Abdo, et des membres de la délégation permanente de Djibouti auprès de l'UNESCO. Les objectifs de la conférence ont consisté, entre autres, à échanger de vive voix les expériences et les bonnes pratiques de notre quête d'un monde meilleur pour les générations futures, à travers l'éducation, la science et la culture, et surtout d'explorer ensemble de nouvelles pistes pour atteindre rapidement les objectifs communs. Les travaux de la session ont commencé avec les interventions du président de la 41e conférence générale de l'UNESCO et la présidente du conseil exécutif et le mot de bienvenue de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. La directrice générale a souhaité la bienvenue aux délégations des États membres et à tous les participants de la 42e conférence générale et a rappelé le pouvoir de la culture, de l'éducation et des sciences pour la paix, particulièrement en ces moments où les fracas du monde déstabilisent les acquis chèrement arrachés au fil des années. En marge de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'ambassadeur de Djibouti en France ont rencontré la directrice générale de l'UNESCO. Et avant donc le ministre a dans un discours prononcé égrener les grandes réalisations du pays dans le secteur de l'éducation, de la culture et des sciences. Mais avant d'écouter le ministre de l'Éducation, on va retrouver l'appel à la prière et rester avec nous pour la suite de l'actualité. À Paris, où se tient la 42e conférence générale de l'UNESCO, notre pays est représenté par le ministre de l'Éducation nationale. Dans un discours prononcé, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, a d'abord égrené les grandes réalisations du pays dans le secteur de l'éducation, puis de la culture et des sciences. On l'écoute. Que je prends la parole devant cette auguste assemblée réunie ici pour la 42e conférence générale de l'UNESCO. Dans le domaine de l'éducation, la République de Djibouti continue d'œuvrer pour une démocratisation du savoir en proposant une éducation équitable, inclusive et de qualité. Et les résultats obtenus, alhamdoulilah, en peu de temps sont probants et nous obligent à aller de l'avant. Dans le domaine de la culture, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, dans sa volonté de se donner les moyens de sauvegarder et de valoriser notre patrimoine culturel, est en train de mettre en place son comité national du programme Mémoire du Monde. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le dernier fait marquant est la création de centres d'excellence africains en logistique transport et dans les sciences du numérique et bientôt, Inch'Allah, le lancement de 2 satellites essentiels à la recherche scientifique et au développement économique du pays. Madame la Présidente, eu égard au contexte international où des vies humaines innocentes sont perdues à jamais, nous ne pouvons rester indifférents face à ces souffrances des victimes civiles à Gaza, en Palestine. Nous appelons à la paix parce que nous y croyons fermement et parce que chaque vie humaine compte. L'organisation est à la croisée des chemins, en ce sens que le contexte international et l'incompréhension de plus en plus grandissante entre les hommes sont tels que son positionnement et son travail sont déterminants. Plus que jamais, l'UNESCO se doit être fidèle
aux valeurs qu'elle porte ainsi qu'aux principes qu'elle défend. Plus que jamais, sa parole, sa position, son action seront déterminantes, décisives, rassemblantes et unifiantes. Plus que jamais, nous tous ici présents avons une obligation morale. Le peuple palestinien aussi, les enfants palestiniens aussi ont le droit à la vie, une vie décente. Nous refutons le silence, nous refutons l'indifférence, nous refutons la résignation, nous refutons le fatalisme. Nous prenons un monde juste où les valeurs de notre organisation ne sont pas que des concepts creux. Sous les feux de la rampe, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé ont conjointement orchestré le lancement spectaculaire de l'avion pulvérisateur, un atout anti-insectes, cet avion pulvérisateur spatial, une réponse cosmique à l'invasion de moustiques et de mouches provoquées par les récentes précipitations. La scène était dignement occupée par le docteur Ahmed Rabla Abdillah, ministre de la Santé, et M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et de la pêche, accompagné de M. Balagoïta Sirid, coordinateur intergalactique du projet, et de M. Ali Delouaz, secrétaire général du ministère de l'Agriculture par intérim. Et bien sûr, l'as de l'aérospatial était également sous les projecteurs. Cet engin spécialisé s'est donné pour mission de déverser une pluie salvatrice de pesticides, combattant ainsi les insectes importants tels que les moustiques et les mouches. Avec une méthode de pulvérisation cosmique, ces pesticides puissants sont promis à être plus inoffensifs que le sommeil étoilé. Des boucliers préventifs ont été activés pour contrecarrer la prolifération d'insectes dont les étangs recueillant l'eau de pluie, assurant ainsi l'équilibre sanitaire. L'avion s'apprête à déployer son arsenal dans la ville de Djibouti en commençant par la commune de Balbala avant de s'étendre dans des régions éloignées pour repousser ces insectes galactiquement pathogènes. Cette collaboration interministérielle vise à protéger la population des tourments insectoïdes tout en assurant la propriété cosmique de la santé publique. Un exploit aéronautique qui promet de maintenir la nature à distance sous les regards admiratifs de la presse. Les pulvérisations spatiales sont régulièrement utilisées dans les programmes de santé publique et de lutte contre les organismes nuisibles, y compris comme réponse d'urgence aux épidémies de paludisme. Voici à présent un extrait de l'intervention du ministre de la Santé. Ces derniers jours, il y a eu de fortes pluies à Djibouti et après les fortes pluies, il y a un certain nombre de petits insectes, des mouches, des moustiques qui pullulent et qui occasionnent un certain nombre de gènes, un certain nombre de maladies. Et donc cet appareil, comme l'année dernière, nous a fortement aidé à cette lutte antivectorielle. Comme vous le savez, nous avons un certain nombre d'autres moyens, le ministère de la Santé. Nous avons une lutte anti-larvaire. Nous faisons un épandage de produits biologiques qui s'appelle Aquabac, qu'on verse au niveau des flaques d'eau, au niveau des étendues d'eau qui se trouvent dans les quartiers. Nous avons également la lutte antivectorielle grâce à la pulvérisation spatiale, mais terrestre cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est une pulvérisation spatiale aérienne. Donc ça fait partie des moyens de lutte anti-vectorielle. Nous sommes très contents d'inaugurer donc ces vols ce matin. Je dois dire ici, de façon solennelle, que les produits que cet avion va disséminer sur le territoire djiboutien est un produit qui n'est pas dangereux, qui est safe. C'est un produit qui va uniquement tuer ces petits insectes. Ce sont des produits qui sont très bien dosés, à une altitude qui sont convenables. Nous avons discuté avec nos partenaires scientifiques qui sont ici, soit à Djibouti, soit donc à l'extérieur. Vous savez, chez nous, chaque jour, chaque soir, dans nos maisons, nous utilisons des insecticides, nous utilisons d'autres produits. Donc ce sont à peu près les mêmes produits qu'on pulvérise, même à des doses encore plus faibles et à une altitude encore supérieure. Et donc je dois le dire ici et je dois vraiment informer la population djiboutienne que ces produits sont sans danger pour l'être humain.
Hier soir, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a orchestré un événement mémorable réunissant des centaines de jeunes djiboutiens autour d'une conférence religieuse empreinte de sagesse. Le cheikh Mohamed Cheikh Ibrahim, plus connu sous le nom de Kenyawi, a été l'orateur éclairant de cette soirée, captivant l'auditoire venu en masse. L'événement a attiré l'attention de personnalités importantes, dont des directeurs des centres de développement communautaire, les CDC et des cadres des ministères de la jeunesse. Cette convergence de figures clés témoigne de l'importance accordée par les autorités à la jeunesse et à sa contribution au développement sociétal. Au cours de la conférence, Cheikh Mohamed Cheikh Ibrahim a adressé un appel fervent à la jeunesse, les exhortant à jouer un rôle actif dans la préservation de leur pays. Il a mis en lumière des thèmes cruciaux tels que la cohésion sociale et la paix, soulignant leur impact positif sur la stabilité et la prospérité nationale. L'éloquence du cheikh a captivé l'auditoire, suscitant la réflexion sur les valeurs fondamentales nécessaires à la construction d'une société équilibrée. La jeunesse, moteur de l'avenir, a été encouragée à être le fer de lance de ces idéaux. Il convient de noter que cette soirée enrichissante, le cheikh Mohamed Cheikh Ibrahim a prononcé une dua en faveur des peuples frères de Raza. Cette touche de solidarité internationale a résonné comme un appel à l'unité et à la fraternité entre nations. Par ailleurs, cet événement marque ainsi une étape significative dans l'engagement envers la jeunesse, renforçant le dialogue intergénérationnel et soulignant l'importance des valeurs sociétales dans la construction d'un avenir prometteur pour Djibouti. Le 4e forum d'investissement pour l'Afrique s'est ouvert hier à Marrakech au Maroc, une ville qui se remet du séisme qui a frappé la région en septembre. Le rendez-vous économique ambitionne de créer un carrefour où décideurs politiques et investisseurs se retrouvent pour actionner les leviers du financement des projets de développement. 1500 délégués venus de 80 pays prennent part à ce rendez-vous, dont des chefs de gouvernement, mais aussi des dirigeants d'institutions bancaires et d'autres experts de l'économie et de la finance. La Banque africaine de développement va injecter 782 millions d'euros dans les projets de reconstruction au Maroc cette année. Développer les chaînes de valeur du continent est le thème central de ce 4e forum pour l'investissement en Afrique. L'agro-industrie, les énergies renouvelables et l'industrie manufacturière. 3 secteurs clés sur lesquels le continent possède un avantage comparatif à même de stimuler sa croissance économique seront les éléments de discussion au cœur de ce rendez-vous des acteurs africains et mondiaux de la finance et de l'économie. Selon les évaluations de la BAD, la Banque africaine de développement, le potentiel d'investissement dans les systèmes énergétiques seul en Afrique est évalué à environ 45 à 60 milliards de dollars d'ici 2030. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de 15h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un agréable après-midi sur Télé Djibouti.